As-tu déjà eu l'impression de vivre dans une blague, mais que personne n'a ri parce que le punchline était un crime fédéral? Bienvenue dans notre époque. Une époque étrange, grotesque, presque comique, si elle n'était pas si réelle. Une époque où les juges de la Cour suprême des États-Unis font la une non pas pour leurs décisions historiques, mais pour des voyages luxueux non déclarés, payés par des milliardaires ayant des affaires en cours devant la Cour. Une époque où des ministres britanniques signent des documents en souriant, violant le droit international pendant les heures de bureau. Une époque où d'anciens présidents sont inculpés et où les chefs d'État actuels tweetent comme si la légalité était un loisir facultatif. C'est un enfer d'époque pour être avocat. Et, ironiquement, c'est pour cela que c'est le meilleur moment pour en être un. Je m'appelle Trixie Mettes. Oui, du cabinet B. Elob et Jones. Mes services coûtent 500 $ de l'heure, une aubaine si l'on considère que je suis aussi un démon. Et comme tout bon démon, j'ai un faible pour les contrats. Pas pour les mots, mais pour le pouvoir niché entre les lignes. La séduction de la clause dissimulée. Le poids symbolique d'une signature. Ce mensonge raffiné qu'on appelle l'égalité. Le droit, dit-on, est la colonne vertébrale de la civilisation. Mais ces temps-ci, il ressemble davantage à une vertèbre fracturée maintenue par du sparadrap. Et le plus curieux, c'est que, malgré tout, on continue à ramper, comme si le corps juridique tenait encore debout, comme si les décisions étaient respectées, comme si quelqu'un, quelque part, prenait encore tout cela au sérieux. Mais dis-moi, toi tu y crois encore? Peut-être que oui. Peut-être fais-tu partie de ceux qui croient que la loi protège les faibles, punit les méchants et récompense les justes. Et peut-être, comme tant d'autres, es-tu en train de découvrir, douloureusement, que cela n'est vrai que sur les plaques dorées à l'entrée des tribunaux. Parce que vois-tu, la loi peut être tout cela, mais elle peut aussi être son contraire. Elle peut protéger l'agresseur, punir le manifestant et récompenser le manipulateur. Elle peut devenir un fouet ou une excuse, un écran de fumée ou une muselière. Elle peut être la main qui aide, ou le poing qui écrase. Et c'est pour cela que je l'aime. Pas pour la justice, mais pour le jeu. Il y a pourtant une question que personne ne veut affronter. Une question qui rôde dans les couloirs des palais de justice et entre les lignes des jugements. Une question qui résonne chaque fois qu'un policier tue sans être puni, qu'un politicien est blanchi pour une erreur technique, qu'un juge est surpris à dîner avec des hommes d'affaires et que tout continue comme si de rien n'était. Si certaines personnes peuvent simplement ignorer la loi, pourquoi existe-t-elle encore? Cette question n'est pas qu'un exercice rhétorique. C'est une invitation à la folie, un portail vers le nihilisme juridique. Car si la loi n'est pas universelle, si elle ne s'applique pas à tous de la même manière, si elle est plus promesse que pratique, alors qu'est-elle vraiment? Tu veux jouer aux théories? Certains disent que la loi est un reflet de la morale, que le bien et le mal existent et que la loi ne fait que les inscrire sur du papier à en-tête. C'est joli, non? Mais alors, explique-moi comment l'esclavage a pu être légal pendant des siècles. Comment la ségrégation raciale était une obligation. Comment le viol conjugal a été protégé par la loi pendant des décennies. Si la loi ne fait que refléter la morale, alors peut-être que la morale humaine est encore plus pourrie qu'on ne l'imagine. D'autres disent que la loi est une prévision, une machine à conséquences. Fais ceci, et cela arrivera. Ne tue pas, ou tu seras emprisonné. Ne vole pas, ou tu seras puni. Mais cela ne fonctionne que si le cela arrive réellement. Et la statistique est brutale. Dans beaucoup de pays, moins de 2% des crimes aboutissent à une condamnation. Le reste s'évapore, devient du papier, un dossier oublié, un chiffre sur un tableau Excel que personne ne consultera. Alors, si la punition ne vient pas, la règle tient-elle encore? Ou peut-être que la loi est un commandement, un ordre venu d'en haut, exigeant obéissance. La vision du philosophe anglais John Austin, la loi comme volonté du souverain, renforcée par la menace.
un système de volonté imposé avec assez de force pour plier le collectif. Mais voici le problème. Si un simple ordre suffisait, tout dictateur serait un législateur légitime. Et si la seule force derrière l'ordre le rend légal, alors pourquoi distinguer la loi de la violence? Si une armée occupe ton pays et impose de nouvelles règles, est-ce la loi? Si la police envahit ta maison par erreur et tue ton fils, est-ce légal? Tu comprends? Nous flirtons avec l'abîme, parce que chaque fois qu'on essaie de définir ce qu'est la loi, elle nous échappe. Chaque fois que quelqu'un tente de l'enfermer dans une boîte conceptuelle, elle fuit entre les doigts. Car la vérité dérangeante est celle-ci. La loi n'est pas une chose, c'est un conflit, un champ de force, une fiction performative qui ne fonctionne que tant qu'il y a des gens pour faire semblant d'y croire. Et pourtant, elle nous gouverne. Elle nous fait sortir du lit par peur d'un procès. Elle nous empêche de dire certaines choses à certains endroits. Elle nous oblige à payer des impôts, à obéir, à signer des papiers. Elle nous apprend à craindre la police et à prier pour que le juge ait passé une bonne nuit. Et la question s'approfondit. Si la loi n'est ni morale, ni punition, ni commandement, alors qu'est-elle? Peut-être n'est-elle qu'un rituel, le théâtre de l'autorité, le bruit de la toge qu'on enfile, le marteau frappant pour imposer le silence, le latin des juristes, les symboles de la balance et de l'épée, le réconfort visuel de quelqu'un jouant le rôle de la justice. Mais que se passe-t-il quand la pièce est mal jouée? Quand les acteurs sont ivres, corrompus ou incompétents? Quand le public voit les ficelles dans les coulisses? As-tu déjà ressenti ça? Cette sensation que tout ce qui semblait règle était en fait mise en scène, que la file d'attente administrative servait surtout à ceux qui sont nés hors d'elle? Moi, oui. Et franchement, c'est pour ça que je fais payer cher. Parce que la loi est un mensonge trop cher pour qu'on y croie seul. Et parce qu'au fond, tout le monde sait que le jeu est truqué, que la justice est aveugle, mais seulement pour certains, que ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas besoin d'obéir, ils doivent juste dicter, que les tribunaux sont des arènes où la vérité se bat contre le budget de chaque parti, que avoir raison et gagner sont deux choses complètement différentes. Et pourtant, on fait semblant. On fait semblant parce qu'on en a besoin, parce que sans la fiction, tout s'écroule. Sans la fiction, il ne reste que le chaos. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous préfèrent un système injuste mais prévisible, à l'anarchie de l'incertitude. Mais si ce système est déjà le chaos déguisé, et si la prévisibilité n'était qu'une illusion, soigneusement fabriquée par ceux qui en profitent? Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi il y a tant de lois, mais si peu protègent réellement? Pourquoi ceux qui écrivent les règles ne vivent presque jamais sous leurs effets? Pourquoi plus le crime est grave, plus la punition est improbable? Peut-être parce que la loi n'a jamais été conçue pour protéger, mais pour organiser, contrôler, filtrer, préserver l'ordre, même cruel. Peut-être que la loi n'est au fond qu'un vernis. Mais si c'est le cas, que devons-nous en faire? Y obéir par peur, par habitude, par convention, ou commencer à questionner? C'est le doute qui résonne, même si personne n'ose le formuler. Le doute qui m'a mené à cette série. Le doute qui, si tu oses le suivre, va te gratter jusqu'à l'os. Parce que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la définition d'un concept juridique. C'est la façon dont on organise le pouvoir. Qui commande? Qui se tait? Qui encaisse? Qui survit? C'est le fil invisible qui attache le monde à un ordre qui n'a peut-être jamais existé. Et si tu te sens déjà mal à l'aise, attends de voir comment les juges, les politiques, les policiers et les philosophes ont répondu à cette question entre les lignes de l'histoire. Car si le droit est une fiction, la seule vraie question qui reste, c'est: qui est l'auteur de cette histoire? As-tu enfreint la loi aujourd'hui? Réfléchis bien. Peut-être que tu n'as pas pris une place de parking interdite. Peut-être que tu n'as rien volé. Mais n'as-tu pas cliqué sur quelque chose qui disait « ne pas partager » ?
N'as-tu pas téléchargé un PDF d'un livre qui coûte la moitié d'un salaire minimum, utilisé le Wi-Fi du voisin, ou menti sur un formulaire? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous vit en marge de la légalité sans même s'en rendre compte. Et non pas parce que nous sommes de mauvaises personnes, mais parce que le système est tellement saturé de règles absurdes, contradictoires ou tout simplement impossibles à suivre, que vivre 100% dans la légalité est devenu un privilège réservé à ceux qui peuvent se l'acheter, ou à ceux qui vivent dans des bulles où l'erreur n'est jamais un vrai risque, juste un inconvénient qu'on résout avec une signature, un avocat ou un contact. La question que nous avons commencée dans la partie précédente résonne encore. Qu'est-ce que la loi, au fond? Et plus encore, pourquoi y obéissons-nous, ou pas? Peut-être penses-tu, la loi c'est ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui protège. Ça sonne bien, non? Mais si tu as déjà eu besoin de la loi et qu'elle n'est pas venue, tu sais que cette définition n'est pas seulement incomplète, elle est dangereuse, parce qu'elle transforme une promesse vide en foi aveugle, parce qu'elle confond norme et morale, texte et éthique, légalité et légitimité. Commençons par l'une des théories les plus réconfortantes et les plus traîtresses, l'idée que la loi est l'expression de la moralité, qu'elle enregistre dans des codes ce qui est déjà bon, juste, correct, que le droit est le reflet juridique de ce qui est déjà vrai dans l'âme humaine. Alors explique-moi, pourquoi le droit de vote des femmes a-t-il été illégal? Pourquoi battre un esclave jusqu'à la mort a-t-il été légal? Pourquoi est-il encore légal dans de nombreuses régions du monde de refuser un abri à une personne trans? Pourquoi l'amour entre deux personnes du même sexe est-il encore un crime dans certains pays? Pourquoi les prisons débordent-elles de gens qui ont volé de la nourriture, alors que ceux qui détournent des millions dînent tranquillement dans les meilleurs restaurants? Si la loi reflète la morale, alors quel genre de morale est-ce là? Une morale qui change au gré du vent? Qui est écrite par ceux qui ont le meilleur lobby? Qui peut être achetée, renégociée, déchirée et réécrite selon les intérêts du moment? Bien sûr, tu pourrais dire, la morale évolue et la loi suit. Mais et quand elle ne suit pas? Et quand elle résiste? Et quand elle sert justement à bloquer l'évolution morale, à protéger les privilèges sous prétexte de ordre? C'est facile de confondre légalité et justice quand on n'a jamais eu besoin de la justice pour survivre. Quand as-tu vu pour la dernière fois un enfant des rues être défendu par la Constitution? Un patron toxique être condamné pour avoir humilié publiquement ses employés? Une banque perdre un procès pour de vrai? La vérité, c'est que le système juridique est rarement moral. Et quand il l'est, c'est souvent par accident ou sous pression. Alors peut-être que la loi ne parle pas de ce qui est bien. Peut-être qu'elle parle seulement de ce qui est autorisé, par ceux qui ont le pouvoir d'autoriser. Autre hypothèse fréquente, la loi sert à éviter le chaos. C'est un système de conséquences prévisibles. Fait A, reçoit B. C'est la théorie de la punition. L'idée qu'on obéit à la loi uniquement parce qu'on craint ses conséquences. Mais est-ce vrai? Si c'était le cas, pourquoi autant de gens commettent-ils des crimes tous les jours? Pourquoi des policiers tuent-ils sans crainte? Pourquoi des entreprises organisent-elles des fraudes fiscales en série, avec des départements entiers dédiés à ça? Pourquoi des juges abusent-ils de leurs fonctions en toute confiance et des députés se moquent-ils ouvertement de la légalité sur les réseaux? Si la menace suffisait, l'élite craindrait plus la justice que le scandale. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quand la conséquence ne tombe pas, la loi perd son sens. Quand le système n'enquête pas, ne punit pas, n'exécute pas, que reste-t-il? Il reste le théâtre. La mise en scène. La peur sélective, dirigée uniquement vers ceux qui ne peuvent pas fuir. Toi, par exemple, si ton patron t'exploitait, t'harcelait, te licenciait sans motif, aurais-tu les moyens de payer un avocat, d'attendre des années de procédure,
de faire face à une multinationale et gagner. Ou te tairais-tu parce que ça ne sert à rien de porter plainte. C'est ça, la perversion. La loi comme menace pour les pauvres, comme outil pour les riches, comme promesse pour les naïfs, comme bouclier pour les violents. Mais il existe une autre théorie, plus brutale et peut-être plus proche de la réalité. La loi serait simplement un ordre avec du pouvoir derrière. Le souhait du souverain, roi, gouvernement, parlement, formalisé dans un texte et imposé par la force. C'est ce que disait le philosophe John Austin. La loi est un commandement général, accompagné d'une menace de sanction. Un ordre émis par quelqu'un qui a de l'autorité et les moyens de contraindre. Ça semble fonctionner. Après tout, j'obéis sinon je prends des coups. Je paye mes impôts, sinon je suis sanctionné. J'enregistre mon entreprise, sinon elle est fermée. Mais cette vision soulève une question dérangeante. Et si l'ordre vient d'un tyran? Et si la force est illégitime? Et si celui qui impose la loi ne la respecte pas lui-même? Le simple fait de pouvoir imposer rend-il l'ordre juste? Si une armée envahit ton pays et impose un nouveau code légal, devient-il valable? Le nazisme avait ses lois, l'apartheid aussi. Les dictatures d'Amérique latine avaient leur constitution. Si la loi n'est qu'un ordre avec un tampon officiel, alors tout abus devient valide. Et ça, ce n'est pas du droit, c'est de la soumission. Et pourtant, c'est comme ça que vivent beaucoup de gens. Peur de la police, dépendance aux faveurs, silence face à l'injustice parce qu'on sait que toute réaction entraîne une punition. Tout cela n'a rien à voir avec la justice. Ça a à voir avec la coercition, avec l'ordre, avec la peur de dire non. Alors que reste-t-il? Si la loi n'est ni morale, ni punition crédible, ni simple ordre, peut-être qu'elle n'est que ça, un produit du langage, une convention, une performance institutionnelle, une fiction sociale écrite par des mains humaines, pleines d'intérêts, de contradictions et de zones grises, mais que nous prétendons sacrée pour éviter l'effondrement. Peut-être qu'on obéit par inertie, pas par conviction, qu'on la respecte parce qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Parce que, aussi imparfaite soit-elle, c'est tout ce qu'on a. Parce que l'alternative, le vide, fait encore plus peur. Mais cela soulève une autre question. Et si c'était précisément l'obéissance qui empêchait le changement? Et si la fiction de la légalité bloquait la vraie transformation? Ne t'es-tu jamais senti bizarre en obéissant à quelque chose qui clairement ne fonctionne pas? Comme quand tu attends pendant des heures dans un centre de santé, pendant que les employés ignorent la file. Mais tu restes, parce que ça ne sert à rien de se plaindre. Ou quand tu reçois une amende injuste, mais que tu paies, parce que faire un recours, c'est l'enfer. Ou quand tu vois une injustice au travail, mais que tu te tais, parce que mieux vaut ne pas faire de vagues. Tu vois? Obéir à une loi qui ne te protège pas, c'est renforcer la structure qui t'écrase. Et alors vient la question qui hante. Et si la vraie moralité était dans la désobéissance? Et si le vrai bien consistait à briser le rituel? Et si le juste, c'était de dire non, même quand le code dit oui? L'histoire est pleine de gens qui ont désobéi et tout changé. Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Assange, Snowden. Des gens qui ont compris que toute loi n'est pas digne d'être respectée, que parfois, la légalité est le déguisement de l'injustice. Alors peut-être que c'est ça qu'il nous reste à faire. Arrêter de faire semblant que la loi est sacrée. Arrêter de croire qu'elle suffit. Arrêter d'utiliser le mot « ordre » pour justifier la peur. Parce que tant que nous nous taisons, le système sourit. Et il est peut-être temps de faire l'inverse, de questionner, de désobéir, d'exposer, de réinventer. As-tu déjà pensé que peut-être la mauvaise question est « Qu'est-ce que la loi ?» et que la bonne serait « Qui profite du fait qu'on y croit ?» Jusqu'ici, nous avons déterré quelques vérités inconfortables.
que la loi n'est pas nécessairement morale, qu'elle n'est pas fiable comme mécanisme de punition et qu'elle n'est pas qu'un ordre venu d'en haut. Mais si tout cela s'écroule, comment reconstruire le concept? Comment expliquer l'obéissance, la structure, le pouvoir symbolique qu'elle porte encore? Peut-être est-il temps de changer la question, d'abandonner les explications simplistes, d'aller au-delà de la surface. C'est exactement ce qu'a proposé un certain philosophe nommé Joseph Raz, qui a tenté une approche plus systématique. 3 pistes pour essayer de définir ce qu'est le droit. Tu veux deviner la première? La plus paresseuse, la plus cynique. Consultez le dictionnaire. Oui, la première manière de savoir ce qu'est la loi, ce serait de chercher une définition. Ouvrir par exemple le Textbook of American Law, ce manuel encyclopédique de 1200 pages aux lettres microscopiques, vendu 400 $, rangé dans les bibliothèques de ceux qui ne l'ouvrent jamais. Et que dit-il? Que la loi est, eh bien ce qui est écrit là, circulaire, ambiguë, commodément imprécise. La deuxième voie suggérée par Raz est plus intéressante. Demander à un juriste. Alors on a essayé. Et qu'a-t-on reçu? Un déluge de possibilités. Si tu demandes à un profane, il dira « La loi, c'est ce que le Parlement adopte ». Mais si tu poses la question à un vrai juriste, ou pire, à un professeur de droit, tu découvriras que la loi ne se résume pas au texte législatif. Elle est faite de précédents, d'interprétations, de lacunes comblées par les juges, de contrats privés, de normes non écrites, de règles qui ne figurent dans aucun code, mais que tu brises à tes risques et périls. Comme la coutume juridique, comme la pratique constante, comme la jurisprudence dominante. Ou plus sinistre encore, ce que le juge estime être raisonnable selon ce qu'il veut. Tu as déjà remarqué que souvent, la justice dépend moins de la loi que de l'humeur du magistrat, ou de la réputation de l'avocat, ou du nom de famille de l'accusé? Alors peut-être que le problème n'est pas ce que dit la loi, mais qui a le pouvoir de dire ce qu'elle veut dire? Raz propose alors un troisième chemin, le plus dangereux. Observez comment la loi fonctionne dans les institutions. Et là, le sol se fissure. Parce que la théorie est élégante, mais le terrain est boueux. En théorie, le juge applique la règle au cas concret. En pratique, il décide d'abord et cherche ensuite la règle qui justifie sa décision. Tu trouves ça absurde? Écoute H. L. A. Hart, un autre géant de la philosophie du droit. Selon lui, les systèmes juridiques contiennent 2 types de règles, les primaires et les secondaires. Les règles primaires sont simples. Ne tue pas, ne vole pas, ne brûle pas le feu rouge. Les règles secondaires sont plus subtiles. Elles régissent comment on crée, modifie ou annule les règles primaires, comme les règles du mariage, ou celles qui disent qui a le droit de légiférer, de juger, d'annuler, d'appliquer. Et voici le détail crucial. L'autorité de la loi, son statut de véritable loi, ne vient pas du contenu de la norme. Elle vient d'une chose appelée règle de reconnaissance. Tu n'en as jamais entendu parler? Tu n'es pas seul. La règle de reconnaissance, c'est comme une constitution invisible. Elle n'a pas besoin d'être écrite, mais c'est elle qui définit ce qui compte comme une loi dans un système. Elle peut être simple, tout ce que dit le roi est loi. Ou complexe, toute norme adoptée selon la Constitution, promulguée, interprétée par les tribunaux et non déclarée inconstitutionnelle est valable. Ou encore plus troublant, tout ce que la société accepte comme loi est loi. Tu comprends? La légalité n'est pas un fait, c'est une convention, un accord collectif, même si personne ne sait qu'il en fait partie. Donc, lorsque tu obéis à une règle parce qu'elle est dans la loi, en réalité, tu obéis à une série d'hypothèses invisibles, un système de croyances, une religion laïque où la toge est une soutane, le code un évangile et la Cour suprême un temple. Mais, et si ce temple est corrompu? Et si les prêtres sont pourris?
Et si l'autel de la justice est taché de sang et que la congrégation applaudit, appellerais-tu encore cela une loi? Hart dit qu'il y a deux façons de regarder une règle, de l'extérieur et de l'intérieur. L'extérieur, c'est simple. Si je n'obéis pas, je suis puni. L'intérieur est plus subtil. J'obéis parce que je reconnais que la règle me donne un motif légitime d'agir. C'est le moment où l'autorité cesse d'être crainte et devient croyance. Et c'est peut-être là que tout s'écroule. Car au fond, la crise de la légalité ne se trouve pas dans les lois absurdes, ni dans les décisions injustes, ni dans les juges corrompus. Elle est dans la perte de la perspective interne, dans la rupture de la foi, dans l'érosion de la conviction que la règle, même dure, a du sens, que la norme, même impopulaire, vaut parce qu'elle est légitime. Quand cela se brise, que reste-t-il? L'obéissance devient un jeu de rôle, l'autorité devient farce, la loi devient une roue dans le théâtre du pouvoir. Et Raz revient. Il dit que le véritable rôle de l'autorité juridique est de médiatiser les conflits en remplaçant les raisons personnelles par une raison supérieure. Un juge ne juge pas en fonction de ce qu'il pense. Il devrait juger en remplaçant les raisons biaisées des parties, leurs émotions, leurs douleurs, leurs désirs, par un fondement neutre. En théorie, bien sûr. Mais, et si le juge couche avec la femme de l'un des prévenus? Et s'il a reçu un cadeau luxueux d'une des parties? Et s'il juge systématiquement selon son idéologie religieuse? Et si, comme on l'a déjà vu, il accepte une croisière de luxe payée par un accusé, puis vote en sa faveur? Crois-tu encore qu'il médiatise des raisons? Ou qu'il impose les siennes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il applique encore la loi? Ou est-ce qu'il la crée avec son stylo? Et voici la question qui fait peur. Si l'autorité perd sa légitimité, a-t-elle encore du pouvoir? Et si oui, d'où vient ce pouvoir? Tu connais la réponse. Du peur, de l'inertie, de l'obéissance compulsive d'une société qui a cessé d'y croire, mais qui redoute encore plus le chaos. Et pendant ce temps, les systèmes continuent de tourner. Les procédures suivent leur cours. Les audiences sont planifiées. Les tribunaux sont pleins de gens désespérés, prétendant que tout est normal. Mais ça ne l'est pas. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Et c'est pour cela que la question « Qu'est-ce que la loi ?» n'a jamais eu de réponse définitive. Parce que la loi, au fond, est une créature instable, une ombre, un rituel collectif qui ne possède de force que tant qu'on y croit. Mais maintenant que tu as vu le truc, tu y crois encore? Ou es-tu prêt à découvrir ce qui se passe quand la croyance s'effondre? Et si je te disais que la fonction la plus symbolique de la loi ne se trouve ni au Parlement, ni au tribunal, ni dans le code pénal, elle est dans la ceinture multifonction d'un homme en gilet, holster à la taille et regard méfiant. Elle est dans la rue. Elle est dans la police. Et peut-être que c'est là, justement, que la vérité se révèle enfin. Arrêtons de philosopher une seconde. Sortons des cabinets feutrés et des bibliothèques poussiéreuses. Quittons le champ théorique et posons les pieds sur le trottoir brûlant d'une grande ville. Un cri, une bousculade, un contrôle musclé, une sirène qui déchire la nuit, une radio qui grésille en code, un corps noir face contre sol, un policier qui dit « Coopère, ou ça va mal finir pour toi ». Là, à cet instant, sans juge, sans jury, sans audience, la loi se manifeste avec une clarté brutale. Et ce n'est plus une idée, ce n'est plus une norme, c'est un geste, une décision, un acte de force. La question qu'on a déchirée jusqu'ici, qu'est-ce que la loi, semble prendre forme dans cette figure. L'agent de la loi, l'exécutant, la présence qui porte sur ses épaules le symbole de l'ordre. Mais quel ordre, au juste? Avant de répondre, il faut ouvrir un livre, pas un manuel juridique, mais un témoignage de terrain. Ce livre s'appelle « Tango Juliet Foxtrot », écrit par Ian Donnelly, un policier britannique fort de 30 ans de carrière. Et pourquoi est-ce important? Parce que Donnelly, sans le vouloir,
nous offre une vision crue, dérangeante et peut-être bien plus honnête de ce qu'est devenue la loi. Il ne parle pas en philosophe, il parle en soldat, et ce qu'il décrit, ce n'est pas un système de justice, c'est un système de confinement, de substitution, d'abandon. Il dit « La police est devenue le dernier service public encore debout au Royaume-Uni. Alors que les écoles, les hôpitaux, les centres sociaux et les structures de soutien se sont effondrés sous les coupes budgétaires, qui reste pour gérer le chaos? Les policiers. Ils ne se contentent plus d'arrêter des criminels. Ils ramassent des malades mentaux sans soin, des victimes d'overdose, des enfants abandonnés, des femmes battues qui n'ont aucun refuge. Ils sont devenus ambulances, psychologues, geôliers et assistants sociaux. Tout en un. Mais avec une différence cruciale. Leur outil, c'est le pouvoir de coercition. Ce n'est pas la tendresse, ce n'est pas le soin, c'est l'autorité. Et quand le système ne répond que par l'autorité, qu'attend-on des gens? Obéissance, peur, résignation. Et là vient le premier micro-conflit. La police a-t-elle été conçue pour protéger ou pour contrôler? Parce que, selon Donnelly, souvent, la loi gêne. Il le dit clairement. Que pour protéger quelqu'un, il faut parfois contourner les règles. Que la loi est trop lente, trop bureaucratique, trop pleine d'obstacles. Que le véritable objectif est de maintenir la paix. Même si, pour cela, on doit trafiquer la procédure. Et si tu trouves ça inquiétant, attends, il va encore plus loin. Il parle de l'instinct policier, de la capacité de sentir si quelqu'un est un criminel. Pas à partir de preuves, mais de gestes, d'anxiété, de regards fuyants. Et là, une question brûle la gorge. Depuis quand l'anxiété est-elle un indice de crime? Depuis quand le stress justifie-t-il une fouille? Depuis quand avoir l'air louche devient-il un critère légal? La réponse est simple, depuis que l'autorité est devenue intuition. Et ça, chers spectateurs, c'est l'antithèse du droit. Parce que le droit a été conçu, supposément, pour remplacer la sauvagerie des décisions arbitraires par des règles. Pour empêcher que l'humeur de l'un décide du destin de l'autre. Pour créer un espace où la raison prime sur l'impulsion. Mais ce que l'on voit en pratique, c'est l'inverse. Des policiers qui ne connaissent pas la loi, mais se sentent autorisés à l'appliquer. Qui choisissent qui contrôler selon la couleur de peau, le quartier, l'accent, les vêtements. Qui agissent d'abord et justifient après. Et dans l'écrasante majorité des cas, ils ont tort. Tu veux des chiffres? Entre 2021 et 2022, au Royaume-Uni, 75% des contrôles policiers sur suspicion n'ont mené à aucune action légale. Aucune arme, aucune drogue, aucun délit. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 fois sur 4, quelqu'un a été fouillé, humilié, intimidé, pour rien. Et la majorité écrasante de ces personnes étaient noires. Mais Donnelly ne voit pas de problème. Il dit que ce n'est pas du racisme. C'est le contexte, la pauvreté, l'alcool, la violence. Et il va jusqu'à inventer quelque chose appelé « syndrome de mort subite sous contention ». Jamais entendu parler? Moi non plus. La médecine non plus. Selon cette théorie, les gens qui fuient la police et sont ensuite maîtrisés peuvent mourir subitement, par épuisement. Pratique, non? Mais il n'existe aucune preuve scientifique sérieuse. Aucune revue médicale crédible ne reconnaît cette syndrome comme réelle. Et pourtant, on la répète, on la justifie, on l'accepte comme excuse, comme narration officielle, comme outil de renforcement de l'autorité. Parce que quand l'autorité se sent menacée, elle invente ses propres lois. Et la question revient, insistante. Quand la police agit hors de la légalité, qui la punit? La réponse la plus sincère? Presque personne. Donnelly affirme qu'il est presque impossible de renvoyer un mauvais policier, qu'il y a des procédures sans fin, que le système protège les siens, même quand ils se trompent, même quand ils commettent des crimes, même quand ils tuent. Et il se plaint. Il dit que les policiers ne sont plus soutenus,
qu'ils sont trop critiqués, qu'ils ne peuvent plus agir librement parce qu'ils ont peur des médias, de l'opinion publique, de la justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'après l'assassinat de Stephen Lawrence, un jeune noir tué en 1993, une enquête approfondie a eu lieu. Et le rapport Macpherson a déclaré sans ambiguïté « La police britannique est institutionnellement raciste ». Donnelly ne nie pas les faits, mais il pense que le vrai problème, c'est le traumatisme causé dans les services de police. Que depuis ce rapport, les agents sont devenus sur la défensive, trop sensibles, réprimés. Tu vois l'absurdité? Le problème n'est pas le meurtre, ni le racisme, ni l'échec structurel. Le problème, c'est la douleur ressentie par ceux qui ont fauté, la peine d'être critiqué, la tristesse de voir son autorité remise en question. Et c'est là que réside la vérité la plus dérangeante. Le système policier, dans une grande partie du monde, n'a pas été construit pour protéger la vérité, mais pour se protéger lui-même. Et quand la loi se courbe devant l'autoprotection institutionnelle, elle cesse d'être la loi. Elle devient piston, bouclier, hiérarchie, une machine à s'absoudre, tout en criminalisant quiconque s'y oppose. Tu veux savoir ce qu'est la loi? Demande à ceux qui subissent la répression, à ceux qui prennent des coups en manif, à ceux qui sont fouillés tous les jours, à ceux qu'on emprisonne pour avoir volé un paquet de couches, à ceux qu'on fait taire, qu'on menotte, qu'on expulse, qu'on jette. La réponse qu'ils donneront ne sera pas juridique. Elle sera existentielle, un récit de survie. Parce que la loi, pour eux, n'a jamais été une garantie. C'était une menace, une présence silencieuse, un système qui les rend coupables d'exister, un engrenage dans lequel ils entrent toujours comme accusés, jamais comme auteurs, jamais comme sujets, jamais comme citoyens. Et si la police est le bras armé de la légalité, alors c'est peut-être là qu'elle montre son vrai visage. Pas comme justice, mais comme contrôle. Pas comme protection, mais comme gestion de la peur. Tu sais quelle est la différence entre liberté et ordre public? La même qu'entre une barrière et un cadre. Tout dépend de qui est à l'intérieur. As-tu déjà remarqué que les mots utilisés dans les lois ne sont jamais totalement clairs? Que tout semble dépendre de l'interprétation? Que même les termes les plus graves, comme juste, raisonnable, sûr, moral, semblent flotter, comme s'ils étaient été sous l'eau? Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'architecture. Le droit n'est pas seulement fait de règles, il est fait de langage. Et plus encore, il est fait d'ambiguïté calculée, de zones grises où l'interprétation devient pouvoir et celui qui tient la plume détient le contrôle de ce qui est autorisé, puni ou pardonné. Tu veux un exemple? Regarde le mot obscène. En 1964, la Cour suprême des États-Unis a dû juger l'affaire Jacob Ellis v. Ohio à propos de la projection d'un film supposément obscène. Les juges n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Quels critères? Combien de secondes de nudité? Quel type de scène? Quel angle de caméra? C'est alors que le juge Potter Stewart a prononcé une phrase restée célèbre dans l'histoire du droit. « Je sais ce que c'est quand je le vois. Je sais ce que c'est quand je le vois. » Cette phrase n'est pas une réponse, c'est un abandon. L'aveu que le droit, même à son plus haut niveau, fonctionne sur du jugement subjectif et non sur des critères objectifs. Et cette subjectivité n'est pas un bug du système. Elle est le système. Mais pourquoi? Parce que les règles vagues sont utiles. Parce que l'imprécision offre de la souplesse au pouvoir et de la rigidité aux opprimés. Tu t'es déjà demandé pourquoi des expressions comme résistance à l'interpellation, attitude suspecte ou atteinte à la moralité publique sont si fréquentes dans les rapports de police et les jugements? Parce que ce sont des termes élastiques, qu'on peut plier, étirer, tordre, pour justifier n'importe quoi. Une femme en jupe dans un parc peut heurter la morale. Un jeune noir en sweat à capuche
peut avoir une attitude suspecte. Quelqu'un qui refuse de quitter un trottoir peut résister à une interpellation. Que partagent ces expressions? Aucune n'est traduisible en critères objectifs. Et c'est précisément cela qui les rend dangereuses. Parce que quand la règle est floue, le pouvoir de décider qui y correspond revient à celui qui l'applique, pas à celui qui l'a subi. Tu n'y crois pas? Regarde comment le droit a été utilisé pour réglementer les corps, les désirs et l'existence des personnes marginalisées. Pense à l'opération SOAP, Toronto, février 1981. La police fait une descente dans 4 bains publics fréquentés par des hommes gays, en prétendant qu'il s'agissait de maisons de débauche. Ils défoncent les portes, hurlent des insultes homophobes, traînent des gens nus dans le froid de la rue, détruisent les locaux. Et la presse applaudit, les qualifie de terroristes sociaux. La loi invoquée, une vieille norme sur les établissements à fin lascive, interprétée opportunément. La même loi, qui n'a jamais été utilisée contre les spas hétérosexuels, devient soudain une arme de violence sélective. Tu commences à comprendre? L'ambiguïté du droit permet que la sélection paraisse légale, permet que l'arbitraire se déguise en règle, permet que la brutalité prenne l'uniforme de l'intérêt public. Et plus le terme est flou, plus il est facile à appliquer contre ceux qui n'ont pas de voix. Tu sais ce qui est encore plus ironique? Alors que le droit se permet l'imprécision pour les puissants, il exige une précision absolue des opprimés. Tu déposes un recours avec une minute de retard, rejeté. Tu fais une erreur de terme technique, classé sans suite. Tu ne respectes pas la mise en page du mémoire, irrecevable. Le langage du droit, donc, ce n'est pas seulement ce qui est dit. C'est qui peut le dire. C'est qui comprend. C'est qui parle couramment et qui est puni pour avoir un accent. Pause. Respiration. Jusqu'ici, on a vu que le langage juridique est délibérément flou. Cette imprécision n'est pas un défaut, mais un mécanisme de pouvoir. L'ambiguïté permet que la règle soit malléable à volonté. L'exigence de clarté ne pèse que sur les plus fragiles. Maintenant, allons plus loin. Et si le droit était, fondamentalement, un langage? Pense-y. Toute langue a 2 dimensions, le contenu et la grammaire. Le contenu, c'est ce qui est dit. La grammaire, c'est comment on le dit. C'est le système de règles invisibles qui détermine ce qu'on peut dire, dans quel ordre, avec quelle tonalité, devant qui. Le droit fonctionne exactement de la même manière. Il y a un contenu légal, ce qui est légal ou illégal, et une grammaire légale, qui peut invoquer, de quelle manière, avec quel rituel, quelle terminologie. Cette grammaire est inaccessible à la majorité des gens. On ne l'apprend pas à l'école. On ne la comprend pas dans les journaux. Il faut étudier, avoir du temps, de l'argent, quelqu'un pour t'initier. Et quand tu ne parles pas cette langue, tu deviens dépendant de ceux qui la parlent, de l'avocat, du juge, du commissaire, de quelqu'un qui puisse traduire ta demande. Et cette dépendance est précisément ce qui maintient le jeu en mouvement. Mais il y a un détail encore plus cruel. En langage, celui qui nomme détient le pouvoir. Celui qui définit une chose contrôle son application. Tu as déjà réfléchi au pouvoir de définir ce qu'est une famille, un citoyen, un terroriste, un migrant illégal, un parasite? Ces mots, une fois inscrits dans la structure du droit, modèlent la réalité. Ils décident qui entre dans le budget, dans la prison ou dans le bateau de déportation. Le langage juridique est donc une machine à ordonner le monde. Et plus il est vague, plus il est efficace. Car plus la définition est fluide, plus solide est le pouvoir de celui qui la forge. Maintenant, stop. Respire. Pense à la phrase « L'autorité dit ce que c'est ». Elle ne demande pas, elle ne débat pas, elle décrète. Et c'est ainsi que le langage devient une arme. Une dernière histoire pour sceller ce point. En 2018, en Angleterre, une femme trans a été emprisonnée pour avoir causé de l'anxiété en envoyant des messages à un militant transphobe.
La loi utilisée? Une disposition sur la communication malveillante. L'accusation? Elle avait utilisé « monsieur » pour désigner un homme. Ce qui était une erreur de genre est devenu un crime. Pendant ce temps, l'homme en question publiait depuis des années des textes violents, mensongers, incitant à la haine contre les personnes trans, sans aucune sanction. Tu vois le schéma? Le langage du pouvoir est élastique, celui des autres, criminalisé. Alors, si la loi est un langage, et que ce langage est structuré pour faire taire, soumettre et sélectionner, comment parler une autre langue? Comment résister à un système dont le vocabulaire a été conçu pour nous exclure? Cette question n'a pas de réponse facile, mais elle pointe vers quelque chose d'essentiel. La lutte pour la justice est, avant tout, une lutte pour le langage, pour le droit de nommer, pour le droit de dire, pour le droit d'écrire la réalité sans être effacé. Et si le langage du droit est une prison sans barreaux, alors peut-être que la désobéissance commence par l'acte le plus simple, appeler les choses par leur nom. Injustice, oppression, racisme institutionnel, classe, contrôle, des mots que le droit essaie d'effacer, mais que la réalité continue de crier. Peut-être que le plus grand tour que la justice ait jamais joué, c'est de convaincre les gens qu'elle ne choisit pas. Mais, et si toute application de la loi n'était en réalité qu'un choix déguisé en procédure? Imagine le scénario suivant. 2 affaires identiques, même ville, même type de crime, même preuve. Dans la première, l'accusé est un homme blanc en costume cravate, chef d'entreprise, bien entouré, avec un avocat privé. Dans la seconde, un jeune noir en t-shirt habitant d'un quartier défavorisé, défendu par un avocat commis d'office surchargé. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais, même si la loi dit que tous sont égaux devant elle, même si les procédures sont censées être les mêmes, même si la Constitution affiche en lettres capitales le mot « égalité ». L'un sera acquitté, l'autre sera condamné, et cela arrive chaque jour. Qu'est-ce qui explique cette différence? La corruption? Parfois. Le racisme? Très souvent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et plus banal. Le choix. Le choix de considérer ou non une preuve comme recevable. Le choix de croire ou non un témoignage. Le choix d'interpréter ou non une règle en faveur de la liberté. Le choix d'arrêter quelqu'un aujourd'hui ou d'attendre le prochain tour de garde. Le choix de suivre une jurisprudence ou de dire qu'elle ne s'applique pas dans ce cas précis. Et le plus dangereux, tous ces choix sont légalement possibles, parce que le droit, aussi objectif qu'il prétend être, est plein de zones ouvertes, de failles, d'espaces de manœuvre, de petits vides où l'arbitraire se fait passer pour de la technique. Cela a un nom en philosophie du droit, la texture ouverte de la norme. C'est l'idée que toute règle, même très claire, exige une décision sur si et comment elle s'applique à un cas concret. Ça paraît technique, mais c'est terrifiant. Tu veux un exemple absurde? Imagine qu'une loi dit « Il est interdit de tuer ». Quelqu'un tire sur une autre personne. Simple, non? Violation évidente de la loi. Mais, et si la victime faisait une crise cardiaque? Et si, au moment exact du tir, elle a été frappée par la foudre? Et si, une seconde plus tôt, elle avait déjà subi un AVC fatal? La question est, le tir a-t-il causé la mort? La règle dit, tuer est interdit. Mais qui décide s'il y a eu mort causée? Le juge, l'expert, le procureur, le policier qui rédige le rapport. Ce n'est pas la loi qui décide. C'est quelqu'un qui choisit comment l'appliquer. Et si cet exemple te semble tiré par les cheveux, pense à toutes les lois qui utilisent des expressions comme « avec intention de », de manière disproportionnée, sans motif légitime, pour des raisons ignobles, usage excessif de la force, en légitime défense. Ces expressions n'ont pas de définition fixe. Elles sont jugées cas par cas, personne par personne, historique par historique.
Et soudain, tout devient clair. Le droit n'est pas la fin du jugement, il en est le début. Et ce jugement est rendu par des humains avec leurs préférences, leur éducation biaisée, leurs peurs, leurs désirs, leurs alliances, leurs travers. Des humains qui ont une famille, qui votent, qui détestent certains groupes, qui en protègent d'autres, des gens comme toi, comme moi. Et ça change tout. Parce que si la loi est appliquée par des humains et que les humains choisissent, alors la justice n'est pas ce qui est écrit. La justice, c'est qui l'interprète. Et là vient un autre micro-conflit. Qui choisit les interprètes? Qui nomme les juges? Qui sélectionne les procureurs? Qui décide quel avocat sera affecté à quelle affaire? Tu crois que c'est le hasard? Le mérite? L'équité? Ou tu penses qu'il y a tout un système en coulisses qui prépare le verdict bien avant l'audience? Regarde les États-Unis. La Cour suprême américaine est composée de 9 juges nommés par les présidents, à vie, sans réélection, sans limite de mandat, avec le pouvoir de bloquer des lois votées par des millions d'électeurs. Et ces dernières années, certains de ces juges ont été surpris en train de recevoir des cadeaux de luxe de la part de milliardaires ayant des affaires devant la Cour. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la justice peut être biaisée avant même le procès. Que la neutralité est un mythe utile, juste bon à maintenir les apparences. Mais ces apparences coûtent cher. Elles coûtent le silence des victimes. Elles coûtent la perte de foi dans les institutions. Elles coûtent la corrosion de la croyance collective en l'état de droit. Et peut-être qu'à ce stade, tu penses, mais n'existe-t-il pas des règles pour éviter tout ça? Oui, il y en a. Mais devine quoi? Elles aussi sont interprétées, et par ceux-là même qui sont censés être jugés. Cercle fermé, autoprotection, autorité blindée, autoparodie juridique, et maintenant, un autre point de rupture. Le droit n'est pas seulement fait de règles, il est fait d'exceptions. Toute règle a son sauf-si. Tout droit a sa limitation raisonnable. Tout principe a son mais. Et le problème, c'est que le mais, c'est là que le monde réel commence. C'est là qu'une manifestation est réprimée parce qu'elle trouble l'ordre public. C'est là qu'un journal est censuré parce qu'il met en péril la sécurité nationale. C'est là qu'une grève est criminalisée parce qu'elle porte atteinte à la population. C'est là qu'un corps est maîtrisé violemment parce qu'il représentait une menace à l'autorité. Et qui décide quand ces mais s'appliquent? Encore une fois, quelqu'un. Quelqu'un qui choisit. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de cette partie, c'est ceci. La justice n'est pas impartiale, elle est mise en scène comme impartiale. C'est du théâtre, avec des toges, des rituels, des serments, une liturgie. Mais au fond, c'est une suite de choix. Et là où il y a choix, il y a politique, il y a idéologie, il y a intérêt, il y a conflit. Alors la question explose. Pourquoi prétendons-nous que la loi est neutre si elle est écrite et appliquée par des gens qui ne le sont pas? Parce que la neutralité rassure. C'est un mythe qui donne l'illusion d'ordre. C'est le confort de croire que les règles sont les mêmes pour tous. Mais ce n'est pas vrai. Et quand tu comprends ça, une nouvelle question surgit. Et si, en fin de compte, c'était le choix qui définissait la loi? Et je ne parle pas du choix institutionnel. Je parle du choix personnel, du policier qui choisit qui contrôler, du procureur qui choisit quoi poursuivre, du juge qui choisit ce qui est pertinent ou non, du législateur qui choisit ce qui mérite d'être priorisé. Si chaque étape est traversée de choix, alors peut-être que le droit est moins un système de règles qu'un système de décision humaine déguisé en droit. Ça te fait peur? Ça devrait. Mais ça peut aussi te libérer. Parce que si la loi est un choix, alors elle peut être rechoisie, elle peut être reformulée, réécrite, rediscutée, subvertie. Mais seulement si tu sais cela. Seulement si tu arrêtes de croire qu'elle est une entité divine, planant au-dessus de la réalité.
et que tu comprends qu'elle est la réalité elle-même, façonnée, disputée, poussée par des mains humaines. Et si c'est vrai, alors la prochaine question est inévitable. Qui choisit en ce moment? Qui décide ce qui est autorisé dans ton quartier, dans ton école, dans ton corps? Qui décide ce qui est crime et ce qui est simple erreur? Qui décide qui est terroriste et qui est entrepreneur visionnaire? Qui décide qui est citoyen et qui est intrus? Qui décide qui vit et qui meurt? Parce que si tu ne choisis pas, alors quelqu'un d'autre choisit à ta place. Peut-être qu'en ce moment, ce qui t'enveloppe, c'est une pause. Pas un silence gênant ou vide, mais un calme chargé, dense. Comme si, derrière cette tranquillité, quelque chose était en train d'être remué. Quelque chose que tu as passé ta vie à essayer de balayer sous le tapis. Et peut-être qu'en cet instant précis, une question commence à se former. Une question que tu n'as jamais eu le courage de regarder en face. Et si ce qu'on m'a toujours présenté comme juste n'était qu'une version commode de l'histoire? Parce que la vérité ne s'impose que rarement avec fracas. Elle s'infiltre, comme une écharde invisible sous la peau, comme une fissure subtile dans le mur de ce qui semblait inébranlable. Elle arrive déguisée en fatigue, en malaise, en une phrase apparemment anodine, mais qui ne te quitte plus. C'est ainsi que tout commence. Pas avec des barricades, ni avec des drapeaux, mais avec quelque chose de bien plus révolutionnaire, la décision silencieuse de penser par soi-même. Parce que ce qui menace le système, ce ne sont pas les cris, c'est la conscience, c'est la lucidité qui voit au-delà du décor, qui comprend que cette paix vendue sur les affiches n'est qu'un vernis sur l'injustice, qui devine que maintien de l'ordre n'est qu'un code pour contrôle, qui réalise que les lois qui régissent la société n'ont jamais été faites pour protéger tout le monde, mais pour en blinder quelques-uns. Tu l'as vu. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu l'as vu. Tu as compris que le droit n'est pas une vérité immuable, c'est une construction en perpétuelle lutte. Que la justice n'est pas appliquée également, elle est négociée. Que les normes ne protègent pas universellement, elles sélectionnent. Que le discours juridique est souvent un jeu de mots, et que ce jeu est arbitré par ceux qui tiennent déjà les cartes truquées. Tu as compris que le policier choisit qui contrôler, que le juge choisit comment interpréter, que le législateur choisit qui inclure et qui exclure, et que la société choisit souvent de fermer les yeux. Et c'est là qu'apparaît la rupture. Nous ne sommes pas nés en croyant à l'autorité des lois. Nous avons été formés à cela, éduqués pour obéir, à ne pas poser de questions, à accepter que les institutions sont justes, simplement parce qu'elles existent depuis longtemps. Depuis tout petit, on nous dit « respecte les règles »,« obéis à ceux qui commandent », ne réponds pas. Et on grandit en pensant que le système est juste, que les institutions fonctionnent, que la justice est impartiale. Mais un jour, la fissure apparaît. Peut-être que tu vois un proche être condamné injustement. Peut-être que toi-même subis une humiliation aux mains de ceux qui devraient te protéger. Peut-être que tu commences simplement à remarquer ce que tu ne voyais pas avant. Et quand cela arrive, rien ne redevient comme avant. L'autorité perd son aura. La toge cesse d'impressionner. La sentence sonne faux. Le procès devient un instrument d'usure. Mais de cette désillusion ne naît pas que de la tristesse. Elle fait aussi surgir une force qui vient de la compréhension, de l'idée que si le système est construit, il peut être reconstruit, que si la loi est une narration, elle peut être réécrite, que si tout est choix, alors d'autres choix sont possibles. La question n'est donc plus « qu'est-ce que la loi ?» Celle-là, tu la connais déjà. La loi est langage, elle est pouvoir, elle est conflit. C'est une structure conçue pour paraître neutre, mais qui agit avec des intérêts. La vraie question maintenant est « qu'est-ce que tu vas faire de tout cela ?»
Tu peux bien sûr essayer d'oublier. Fermer cette vidéo et continuer à croire que tout est normal, que les erreurs sont des exceptions, que la prochaine bavure policière est un cas isolé, que le prochain scandale judiciaire est juste une anomalie. Mais si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi ne croit plus à ça. Quelque chose en toi a déjà franchi le point de non-retour. Tu as compris que le système ne se trompe pas, il fonctionne exactement comme prévu. Et quand ce sortilège se brise, la réalité apparaît. La réalité brute. Celle qu'on ne montre pas dans les publicités. Celle qu'on ressent dans le service public déshumanisé. Dans l'expulsion d'un voisin à cause de la bureaucratie. Dans la différence abjecte entre ceux qui sont toujours punis et ceux qui échappent toujours. Cette réalité n'est pas neutre. Et ta perception d'elle n'a pas besoin de l'être non plus. Parce que si tout est une affaire de choix, tu peux choisir d'agir. Choisir de ne pas te taire. Choisir de lever la voix. Choisir de comprendre, d'étudier, de transmettre, de confronter. Choisir de rompre avec l'illusion que la loi est sacrée. Elle ne l'est pas. Elle est humaine. Faite par des mains humaines. Et comme toute création humaine, elle peut être questionnée, contestée, réécrite. Et cela commence maintenant. Par un geste simple, abonne-toi. Aime, commente, partage. Pas parce que cela aide une chaîne, mais parce que cela soutient un espace de pensée. Parce que cela entretient une flamme que le système voudrait éteindre. Parce que cela renforce un réseau invisible de gens qui refusent de se résigner. Des gens qui se posent encore des questions, qui veulent encore comprendre, qui refusent de rester passifs. Parce que oui, le plus grand acte de courage aujourd'hui, c'est penser. Et si tu as pensé jusqu'ici, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci. Merci de ne pas détourner le regard. Merci d'affronter l'inconfort. Merci de douter de ce qu'on t'a présenté comme vérité. Merci de ne pas accepter que la réalité doive être celle-là. Merci de croire encore que la justice peut exister, à condition que quelqu'un se lève et dise « pas en mon nom ». Et si ce quelqu'un, c'est toi, alors peut-être que le monde a déjà commencé à changer.